Bonjour et merci de bien vouloir regarder cette vidéo sur cette petite chaîne dont c'est la deuxième vidéo en fait. Alors je ne sais pas à quel rythme j'en ferai, peut-être rapidement, peut-être pas, on verra. De toute manière, c'est un loisir, c'est pour partager mes passions, c'est pour parler d'une manière générale de symbolisme, d'initiatique, d'ésotérisme d'une manière générale, mais aussi de préférence d'une manière rationnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tarots. Alors le tarot, tout le monde sait que c'est un jeu. C'est un jeu auquel je pense certains d'entre vous jouent. Un jeu de cartes, un jeu d'argent, un jeu de paris, un jeu de réflexion. Le tarot, c'est aussi le tarot divinatoire. Et on a des fois l'impression que c'est pas la même chose. Que le jeu de tarot est complètement indépendant du tarot divinatoire. Alors en fait, non. En fait, c'est la même chose. Et en fait, si on veut bien comprendre le sens des cartes du tarot divinatoire, eh bien il me semble qu'il faut revenir au jeu lui-même, au fonctionnement du jeu. Alors voilà un jeu de tarot. Je vous l'ouvre. Ça c'est un jeu moderne, dont on voit qu'il y a déjà une carte qui permet de rappeler des comptages de points. Bon, on va la laisser tomber, c'est pas ça. Et puis pour le reste, comme vous voyez, ben voilà, on retrouve le roi, l'as, le 7, bon bref, des cartes comme pour jouer aux cartes, des cartes comme pour jouer à la belote, des cartes comme pour jouer à la bataille. Et puis il y a quand même deux ou trois étrangetés. Alors, une des étrangetés, première ou une des nouveautés de ce jeu de cartes par rapport au jeu de 56 cartes normaux, c'est ça. Le cavalier. Le cavalier qui est une figure qui se trouve entre le valet et la dame. Et puis, ces cartes-là, ces cartes un petit peu bizarres, avec une petite scène représentée, qui pourrait être intéressante d'ailleurs à organiser. Alors sur celle-là on voit des travaux des champs ici en haut, et de l'autre côté plutôt quelque chose qui pourrait ressembler à un magasin de mode. Et puis un numéro, une carte qui sont numérotées de 1 à 21. C'est ce qu'on appelle les atouts. Et enfin on a une dernière carte, alors il faut que je la trouve, la voilà dans le paquet. Voilà une carte. Voilà, elle n'a pas de numéro, elle n'a pas d'indice, elle n'a rien. On a juste ce personnage là qui joue du luth, apparemment, et qu'on appelle l'excuse. Eh bien, l'excuse, c'est tout simplement l'équivalent du joker dans les jeux classiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on joue avec ça? Le tarot est une forme de bataille. On distribue l'ensemble des 78 cartes, de préférence à 4 joueurs. On en met 6 de côté, qu'on appelle le chien, et un des joueurs va jouer contre les 3 autres. Celui qui joue prend les 6 cartes mises de côté, donc il prend le chien, et il va rejeter 6 cartes qui lui appartiennent d'ores et déjà et qui comptent dans ses points. Et puis après, c'est bêtement une bataille. C'est bêtement une bataille. Donc le premier qui commence joue une carte, voilà, par exemple, il joue du cœur, il joue le 4 de cœur. Eh bien, les autres joueurs doivent jouer du cœur et la carte la plus forte l'emporte. Alors on va dire a priori c'est le roi de cœur, dans ce cas-là, qui l'emporte. Mais pas forcément. Parce que si un des joueurs n'a pas de cœur, eh bien il peut jouer un atout. Voilà, il va jouer par exemple, en supposant qu'il ait le 16 dans son jeu, il peut jouer par exemple le 16 d'atout. Et si plusieurs joueurs n'ont pas de cœur, eh bien ils vont devoir tous jouer de l'atout. Sauf qu'ils vont devoir monter. Donc le premier met le 16 d'atout, et bien le deuxième va devoir mettre un atout supérieur au 16. S'il n'en a pas, il met un atout inférieur. Et s'il n'a pas d'atout du tout, eh ben, il met une autre couleur, mais sachant que de toute manière, il a perdu sa carte. Et donc,
il y a une carte dans ce jeu qui est manifestement la plus forte, qui gagne à tous les coups. Si je la trouve, je vous la montre. Je vais la trouver puisqu'elle est dans mon jeu. La voilà. On va y revenir tout à l'heure. C'est le 21 d'atout. Celui qui a cette carte-là, au moment où il la pose sur la table, il est sûr que les 4 cartes qui sont tombées sont pour lui. J'en dis pas plus sur le jeu de tarot. Vous avez compris, c'est un genre de bataille. Un joueur joue une couleur, les autres doivent suivre. S'ils ne suivent pas, ils coupent, on appelle ça couper, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'atout. Et la carte la plus forte des 4 l'emporte. Le joueur qui a gagné le met dans son petit tas de côté et on lui comptera des points après. Ça, c'est ce qu'il fallait savoir. Alors là, on a un jeu qui, en fait, dans son dessin, disons actuel, date du 19e siècle. C'est relativement récent, il n'y a plus de symbolisme, il n'y a plus rien. Mais le jeu de tarot, en voici un deuxième. Le jeu de tarot date en fait du Moyen-Âge. C'est un jeu de cartes très très ancien, qui était dessiné à la main. Le voilà, là, alors déjà, comme vous voyez, les cartes n'ont plus du tout la même apparence. Donc ce que j'ai là, c'est un facsimilé, si je ne me trompe pas, du 18e siècle ou du 17e siècle. Et on dit, tiens, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Des pièces de monnaie, qu'est-ce que c'est que ça? Des bâtons. Celle-là, il faut deviner, mais ce sont des épées. Ah, voilà un roi. Mais il n'y a pas marqué roi de carreau, il y a marqué roi de coupe. Et voilà des coupes. Et on retrouve donc 4 couleurs, mais qui ne sont pas carreau, cœur, piqué, trèfle. Là. On retrouve 4 couleurs qui sont les coupes qui ont été remplacées par les carreaux, les deniers qui ont été remplacés par les cœurs, les épées qui ont été remplacées par les piques et les bâtons qui ont été remplacés par des trèfles. J'étais un peu hésitant, je m'en excuse. Alors voilà, par exemple, l'as de coupe. Et puis, on retrouve nos cartes numérotées, les fameux atouts. Mais cette fois-ci avec des dessins et des noms, différemment du tarot moderne. Alors voici par exemple l'atout numéro 4, qui représente un empereur et qui s'appelle l'empereur. Voici le numéro 12, on ne sait pas bien trop comment le regarder, qui s'appelle le pendu, et comme vous voyez, il est pendu par un pied, et le nom et le numéro sont écrits en sens inverse. Donc il n'y a pas d'endroit et d'envers. Si vous la regardez dans ce sens-là, vous voyez le numéro. Si vous la regardez dans ce sens-là, vous voyez le nom de la carte. Voici la 13, c'est l'atout numéro 13. L'atout numéro 13, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, mais on aura reconnu qu'il s'agit de la mort. Donc comme vous voyez, il y a là une portée symbolique, qu'il n'y a plus dans le jeu moderne. Le jeu moderne est fait exclusivement pour jouer. Mais cet ancien jeu, là, symbolique, il sert à jouer aussi. Et c'est exactement le même jeu. Donc on a de nouveau 4 couleurs. On a de nouveau 4 couleurs. Je vais vous trouver les numéros 1. Des 4 couleurs. Alors, c'est pas le numéro 1, mais ça fera l'affaire. Voilà nos 4 couleurs. Ça, c'est le 1 ou l'as de denier. Comme je vous ai dit, ça a été remplacé par
du cœur. C'est pas le 1, c'est le 7, mais on voit clairement une épée qui a été remplacée par du pic. Voici le l'as de bâton, qui a donc été remplacé par du trèfle. Et on voit qu'il y a une évocation, parce que le bâton, c'est quelque chose de végétal. Hein, d'ailleurs, ce bâton, il a, comme vous pouvez voir, peut-être des petites feuilles, des petites pousses dessus. Et voici l'as de coupe qui a été remplacé par du carreau. Sauf que le jeu, avec ces couleurs-là, déjà prend un sens. Alors ces couleurs-là, on les appelle les arcanes mineurs. Et les atouts, ça va être les arcanes majeurs. Du coup, on peut comprendre un petit peu la symbolique du jeu. Le jeu, il s'agit d'une bataille. Et les 4 couleurs sont ici en fait les 4 armes, les 4 forces différentes, hein, avec lesquelles les hommes se battent entre eux. Alors, la plus facile à comprendre, c'est celle-là, bien sûr, l'épée. L'épée, c'est l'arme de guerre. Donc on se bat déjà avec la force, avec des épées, avec des armes. Mais les hommes se concurrencent et se battent entre eux avec de l'argent, avec des deniers, deuxième arme. Le denier, l'arme, disons, des marchands. Troisième arme, mais on le voit bien sur l'as, ce que ça veut dire. Il y a une main qui tient ce bâton. Ce bâton, c'est un sceptre. C'est le pouvoir politique. Donc, troisième arme possible, troisième possibilité de bataille entre les hommes, le pouvoir politique. Et la dernière, cette coupe, eh bien peut-être que déjà vous aurez reconnu qu'il s'agit du Graal, de la coupe dans laquelle le Christ a servi le vin lors de son dernier repas. Et donc cette quatrième arme, c'est la foi. Et l'on voit ici déjà tout le sens qui apparaît. Les hommes se battent entre eux. Ils se battent soit avec de l'argent, soit dans des batailles rangées avec des épées, soit en envoyant des prêtres, en faisant du prosélytisme, c'est la foi, soit encore en faisant usage du pouvoir politique. Ça, c'est les combats des hommes entre eux. Et là, déjà, on a une signification symbolique qu'il n'y a pas dans le jeu moderne. Et puis, il y a les atouts. Et les atouts, tout simplement, ils désignent le monde, disons, surnaturel. Le monde des esprits, le monde des puissances qui dépassent, justement, la puissance humaine. Alors, je prends, pour vous les montrer, cette version-là, je les ai classées de 1 à 21, ou plus exactement, on pourrait presque dire de 0 à 21, puisque vous voyez qu'on retrouve ici ce premier personnage qui est le fou, qui est en fait l'excuse, qui est le joker. Alors, on retrouve d'ailleurs dans la carte moderne, justement, ce côté du fou, du bouffon, du fou du roi. Donc ce fou qui dit, si je pose cette carte-là sur la table, ça veut dire je ne veux pas jouer. Et donc je ne donne pas de carte, je vais la garder pour moi. Celle-là. Et puis après, on va voir ces puissances surnaturelles, on va les passer rapidement en vue, s'organiser, mais s'organiser de la première que vous voyez ici, je vous la mets assez proche, qui est le battleur. Alors il faut encore expliquer ce que signifie cette carte. Et ça, c'est l'atout numéro 1. Jusqu'à la dernière. Et la dernière, on comprend pourquoi c'est la carte la plus puissante du jeu. Parce que la dernière, c'est le monde. Que je vais vous expliquer aussi. Alors ce battleur, qu'est-ce qu'il annonce, ce battleur? Ce battleur qu'on regarde. Comme vous voyez, en fait, c'est déjà un démiurge, c'est déjà une espèce de dieu, c'est déjà une espèce de puissance surnaturelle. Parce que si vous regardez bien ce qu'il a dans la main et ce qu'il a sur sa table, eh bien dans la main, il a un bâton. Et sur la table, on retrouve une épée, un denier et une coupe. Et donc le battleur, c'est déjà quelqu'un, c'est déjà un personnage qui joue avec les puissances humaines.
Donc il est déjà surhumain, il est déjà au-dessus de l'humain. On pourrait en dire plus sur cette carte, mais on va dire pour l'instant, c'est pour une vidéo courte, ça suffira. Ensuite on énumère, on voit arriver les femmes, la papesse, l'impératrice, puis les hommes, l'empereur, le pape, et on remarque déjà que c'est le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Et donc, déjà de ces puissances-là, qui sont des puissances spirituelles, eh bien le plus fort c'est le pape. Et les hommes sont plus forts que les femmes. Et à partir de là, on va commencer à passer à des concepts. Il y a encore des personnages, mais on va passer à des concepts. Alors les analyses, il faudra peut-être faire une vidéo plus tard. L'amoureux, c'est des concepts qu'on comprend assez bien, que l'amour est un concept surnaturel. Le 7, un peu plus compliqué, le chariot. Le chariot, il peut par exemple nous rappeler le chariot de Platon qui tire à Euéadia. Et avec le pouvoir de l'âme qui doit justement tenir les deux cavales qui veulent aller dans des sens différents. C'est une interprétation. Le 8, on a déjà quelque chose d'abstrait, la justice. C'est le 7. Non, c'est le 8. Le 9, l'ermite. Pour ceux qui connaissent, on reconnaîtra le personnage de Diogène. Il a une lanterne en plein jour. Il y a d'autres symboles, mais celui-là est essentiel. Il a une lanterne en plein jour et il dit « Je cherche un homme ». Encore un concept qui va nous parler de destin, la roue de la fortune, la force, le pendu, dont on a vu que dans la carte originale, tout était sans dessus-dessous. Je vous laisse réfléchir à ce sans dessus-dessous, à ce qu'il peut vouloir dire. Le 13, la mort, qui fauche même les têtes couronnées. Encore un concept pour le 14, la tempérance. Le 15, le diable. Mais attention, le diable qui a sur les bras, je ne sais pas si vous arrivez à lire, les deux symboles, solve, coagula, les deux mots latins plutôt, solve, coagula, qui sont les deux opérations de l'alchimie classique. On reste dans les malheurs. La maison Dieu, vous reconnaîtrez la tour de Babel frappée par la foudre divine. Puis on passe au ciel. Les étoiles, la lune, le soleil. Les deux derniers, et bien pour commencer, le jugement. Le jugement dont il faut comprendre qu'il s'agit du jugement dernier. On voit effectivement en bas les fonds baptismaux, on voit en haut les trompettes du jugement, et on voit donc ces misérables pécheurs qui vont être jugés finalement après leur mort. Et enfin, voilà le dernier, que je vous montre de près, le plus fort, forcément, le monde, la totalité, tout. Donc, ce dernier atout, forcément, englobe tout le reste du jeu. Alors, j'en dis pas plus sur le symbolisme, on pourrait disserter très très longtemps sur le sens de ces cartes. Reste à savoir ce qu'on peut en faire. Bah, déjà, on peut jouer aux cartes. On peut jouer aux cartes, on peut jouer au tarot, tout simplement, avec ça. Et au lieu d'avoir un bête jeu de paris, un bête jeu de stratégie, comme nous sommes habitués à avoir depuis le 19e siècle, eh bien on va avoir un jeu qui a un sens. On va avoir un jeu qui veut dire quelque chose. On va avoir un jeu où à chaque coup, on comprend comment les joueurs se sont affrontés et comment ils ont gagné. On va avoir un jeu qui symbolise le monde. Et je trouve qu'il faut commencer par là. Il ne faut pas commencer en faisant de la divination sans comprendre, sans connaître, sans être dans les règles du jeu. Comprendre ou connaître,
le jeu, je voulais dire. Parce que c'est dans les règles du jeu et dans le jeu lui-même que ce tarot des imagiers du Moyen-Âge prend tout son sens. Après, on peut l'utiliser aussi pour faire de la divination. On fait piocher des cartes à quelqu'un, on essaye de répondre à une de ses questions, on va lui demander ce qu'il y voit dans ces cartes. Les symboles, ça sert à ça. Les symboles, ça sert à, d'une certaine manière, ça sert à accéder à l'inconscient. Donc, on peut essayer de voir un petit peu avec ça. Et des fois, on peut peut-être deviner au sens où, peut-être pas au sens où on voit le futur, mais au sens où on devine ce que l'interlocuteur sait déjà, finalement, mais qu'il ne se dit pas à lui-même. Et on arrive à un troisième usage de ces cartes, de ces symboles, toujours peut-être avec un système de pioche, de répartition, qu'on peut inventer. Il n'y a pas de système établi. On peut décider d'étaler les 78 cartes si on veut, ou n'en choisir qu'une et la faire interpréter. On pourrait l'utiliser en un sens psychologique, comme déjà sur la divination je le suggérais. Un sens d'accès à l'inconscient, un sens de libre interprétation. Donc, comme vous voyez, on n'est pas très loin avec ça de la psychanalyse. Alors voilà ce que j'avais à dire sur le tarot. Peut-être pour terminer, une référence qui paraît importante. Voilà, je vous la montre, c'est mon exemplaire, il est vieux, ça fait longtemps que je l'ai. Oswald Wirth, le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Ce sont ces cartes, celles qu'il a lui-même redessinées au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e, dont je vous ai parlé. C'est celles que je vous ai montrées. Alors, il n'y a que les atouts. Et dans le texte en question, il ne parle que des atouts. Mais comme vous voyez, le volume, bon, il est un peu abîmé parce qu'il a été bien consulté. Il est déjà relativement imposant. Donc il y a déjà beaucoup de choses à lire, à comprendre sur le sens de ces atouts. Voilà, donc je vous recommande ce livre pour terminer. Eh bien, je vais dire comme tout le monde, si vous avez aimé, mettez un like. Vous savez, le pouce, là, comme ça. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, mettez le pouce comme ça. Mais à la limite, si vous n'avez pas aimé, mettez rien. Hein. Moi, je préfère. Eh bien, bonne journée, bonne soirée. Et au revoir, à bientôt.